Dans cette séquence, nous allons aborder l'IVG et la PMA. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au déclenchement d'une IVG. Une IVG est une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit d'une méthode contragestive qui vise à empêcher la gestation. Nous cherchons à comprendre comment agit la pilule abortive pour déclencher un avortement. On sait que la gestation, c'est-à-dire la grossesse, est possible seulement si la muqueuse utérine s'est épaissie et transformée en dentelle utérine grâce au maintien des sécrétions de progestérone. On peut donc formuler l'hypothèse qu'elle empêche l'action de la progestérone qui entretient la muqueuse utérine. L'étude de ce document doit nous permettre de confirmer le rôle important de la progestérone au cours de la grossesse. La première partie de ce graphique correspond à un cycle menstruel normal sans grossesse. À la fin du cycle menstruel, la chute du taux de progestérone est responsable du délabrement de la muqueuse utérine, ce qui entraîne les règles. Au cours du cycle suivant, il y a ovulation suivie de fécondation, la femme tombe enceinte. On constate qu'au cours de la grossesse, le taux de progestérone réaugmente. Ceci est dû à la production d'HCG par l'embryon qui stimule le corps jaune producteur de progestérone. On montre ainsi l'importance de la progestérone au cours de la grossesse. On étudie maintenant le mode d'action de la pilule abortive nommée RU486. Dans une première expérience, on injecte uniquement de l'œstradiol à une lapine et on constate que l'utérus ne se développe pas suffisamment pour assurer la grossesse. Dans une deuxième expérience, on reproduit les sécrétions normales d'hormones ovariennes en injectant de l'œstradiol puis de la progestérone comme dans un cycle normal et on constate que l'utérus se développe en s'épaississant et en se transformant en dentelle utérine. C'est un utérus qui est apte à la gestation, c'est-à-dire à la grossesse. Dans une troisième expérience, on injecte de l'œstradiol puis de la progestérone, mais cette fois-ci, on va en plus injecter progressivement des doses de plus en plus importantes de RU486. On constate alors que l'utérus ne se développe plus. On en conclut que le RU486 empêche l'action des hormones ovariennes. Grâce à un logiciel de visualisation moléculaire, on peut étudier la structure des molécules de progestérone, du RU486 et de la progestérone fixée à son récepteur utérin. On constate que le RU486 est une molécule dont la structure et la composition sont très proches de celles de la progestérone. La progestérone agit au niveau de l'endomètre en se fixant sur des récepteurs. Le RU486 va donc occuper les récepteurs utérins à la place de la progestérone qui ne va plus pouvoir agir. En l'absence de progestérone, la muqueuse utérine va se délabrer et l'embryon ou le fœtus va se détacher. C'est ce qu'on appelle l'avortement. On peut noter que la pilule du lendemain a un mode d'action assez proche. Elle permet d'empêcher la nidation d'un éventuel embryon qui se formerait à part un rapport sexuel non protégé. C'est ce que l'on appelle une contraception d'urgence qui doit rester exceptionnelle. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la procréation médicalement assistée dont le rôle est de lutter contre la stérilité ou l'infertilité. Il existe des causes d'infertilité et de stérilité variées, comme les trompes de Fallope bouchées, un dérèglement du dispositif neuro-endocrinien, une absence de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes anormaux. Il existe des traitements. Le premier est l'insémination artificielle, qui correspond à l'injection de spermatozoïdes directement dans l'utérus de la femme. Ces spermatozoïdes peuvent être obtenus dans une banque de sperme dans le cas d'une stérilité du mari. La FIVET est une fécondation in vitro avec transplantation d'embryons. Après une stimulation hormonale, on prélève chez la femme quelques ovocytes. Le sperme du mari est récupéré, puis les spermatozoïdes subissent un traitement particulier nommé capacitation, les rendant mobiles. Ensuite, les ovocytes et les spermatozoïdes sont mis ensemble afin de réaliser une fécondation in vitro, par exemple dans une boîte de pétri. Plusieurs embryons issus de cette fécondation sont alors implantés dans l'utérus de la mère, ce qui explique des grossesses multiples plus fréquentes, jumeaux voire triplets. On peut noter que les embryons disponibles in vitro pourraient faire l'objet de diagnostics génétiques variés avant leur implantation dans l'utérus, ce qui pourrait poser des problèmes éthiques. C'est ce que l'on appelle le cadre du diagnostic préimplantatoire. Enfin,
L'ICSI ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes consiste à injecter un spermatozoïde directement dans l'ovocyte grâce à une micromanipulation sous microscope. On introduit un spermatozoïde dans une micropipette, puis on va perforer l'ovocyte avec cette micropipette pour y déposer le spermatozoïde à l'intérieur. Vous pouvez regarder la vidéo dans l'adresse figurant ci-dessous, correspondant à un épisode de l'émission C'est pas sorcier intitulé Fécondation in vitro, un enfant nommé Désir, qui est très intéressante.